Alors Alain Robbe-Grillet, Le jeu avec le feu sort en 1975. 1975, c'est une date importante dans l'histoire du cinéma français puisque c'est l'année de l'explosion du porno. L'été 75 sort le premier film porno en France et à la rentrée 75, à peu près un cinéma sur trois joue un porno en France. Ah oui, c'est pour ça qu'on a fait la loi sur le X. Mais je me suis dit, il se trouve que Le jeu avec le feu, en plus, je trouve, a des similitudes avec les pornos. Entre autres, il y a une esthétique commune. On en reparlera après. Mais d'abord, quand vous avez vu arriver ce déferlement de porno en France, est-ce que vous n'avez pas regretté? Est-ce que vous vous êtes pas dit, j'aurais pu faire un porno? Je sais pas, je suis pas très perméable à l'air du temps. C'est-à-dire que je suis obsédé par des choses que j'ai à faire. Et souvent, je me rends pas compte que par rapport à l'air du temps, c'est beaucoup plus prédéterminé que je ne le pensais, moi. Donc, je ne me rappelle plus si j'ai voulu ceci ou cela. Ça vous aurait plu de tourner un film pornographique, c'est-à-dire un film où tout à coup les relations sexuelles n'étaient pas simulées? Absolument pas. Il y a dans les films pornographiques que j'ai vus, et je crois dans l'ensemble de la production, une très grande monotonie. C'est-à-dire que le vrai porno est obsédé par la baise. C'est-à-dire une bite en gros plan qui rentre dans un con en gros plan. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et or, on sent que tout le reste du film porno est axé sur ça, c'est-à-dire les scènes de baisage. Alors évidemment, ça ne me concerne pas du tout. Il y a extrêmement peu de perversion dans les pornos que j'ai vus. Et évidemment, ça ne me concerne pas. Mais vous auriez pu changer le porno comme vous avez voulu changer le cinéma. Bonjour. Oui, Il vous est déjà arrivé de vous prêter à des jeux cruels? quelquefois oui, mais pas trop. C'est quoi exactement? La fessée? Le fouet plutôt. La cigarette, l'écartèlement, les orties, les tampons imbibés d'alcool, etc. Je crois que j'aime mieux que pas. Indépendamment du genre pornographique, la question que je me posais, c'est est-ce que ça vous aurait intéressé, vous, de filmer cela? Alors, des perversions qui vous auraient intéressé, vous, bien sûr, mais qui n'auraient pas été simulées, qui n'auraient pas été jouées par des actrices, mais véritablement vécues par eux. Non. Non. Non, je m'intéresse à la représentation, mais pas Pas au réel, au fond. Le réel vous intéresse pas. C'est-à-dire que pour moi, le réel, c'est la représentation. Alors c'est autre chose. Oui, c'est ça. Que le vrai réel, c'est la représentation, comme l'a signalé Nietzsche d'ailleurs. Alors, tout du moins, Le jeu avec le feu, je trouve, a une esthétique assez proche de celle des films pornographiques français de cette époque-là. D'abord, il y a évidemment le valet au gilet rayé interprété par Serge Marcand. On va voir dans absolument tous les pornos qui vont déferler dans les écrans. Ça se passe dans une espèce de château, de demeure tel que les pornos français à l'époque vont en raffoler. Il y a comme ça une esthétique dans Le jeu avec le feu qui est très proche de l'esthétique qui va exister ensuite, puisqu'elle n'existe pas encore au moment où vous le tournez, qui va exister dans les quelques années qui suivent dans les films pornographiques. La référence, je ne la vois pas, mais elle ne me déplaît pas. Pas du tout, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre, mais enfin, je sais simplement que j'avais l'intention de faire un film sur l'inceste. C'était l'intention. C'est-à-dire que l'inceste père-fille. Bon, c'était ça. C'est ça le jeu avec le feu. C'est ça le jeu avec le feu. Et c'est d'autant plus ça le jeu avec le feu que, immédiatement, ce qui est arrivé, c'est l'histoire du Trouvère de Verdi. Parce que dans le Trouvère de Verdi, où il y a constamment ces rapports incestueux qui sont plus ou moins gommés et plus ou moins montrés à d'autres moments, en réalité, ils vont très loin par rapport au jeu avec le feu, puisque la sorcière jette par erreur son propre
son propre enfant dans les flammes. C'est ça. Ce titre-là, il avait été donné au départ de la signature du contrat comme titre provisoire, avec la possibilité pour moi de changer ce titre à condition que le producteur soit d'accord. Je ne pouvais pas le changer seul, mais je pouvais le changer avec l'accord. Et quand le film a été un peu plus avancé, j'ai proposé un titre qui me convenait mieux, qui était Opera Incestuosa. Opera Incestuosa, qui veut dire en latin les œuvres incestueuses, mais qui a le mot opéra, puisque l'opéra avait pris une place énorme dans la narration. À cause de Verdi d'une part, et d'autre part à cause de l'opéra. Dans lequel vous tournez. Dans lequel on l'a tourné. Et le producteur a refusé, il a peut-être eu raison du point de vue. C'est un beau titre, Le jeu avec le feu. Oui, c'est un peu passe-partout. Et alors, je voulais Trintignant pour le payer, cette fois-là, extrêmement cher, puisqu'il avait joué gratuitement dans le glissement progressif l'année d'avant. C'est important pour moi, pour ce film. La question d'argent ne se posait pas du tout de la même façon que pour Glissement. Pour Glissement, il fallait faire le film le meilleur marché possible. C'était ça le pari. Tandis que je m'apercevais avec les producteurs du jeu avec le feu qu'il fallait faire le film le plus cher possible. Parce qu'il n'y avait pas d'argent, tout simplement. Quand un producteur n'a pas d'argent, il veut faire un film cher parce qu'il en prendra plus au passage. Là, on dirait que vous êtes amusé à ce que l'illusion réaliste soit systématiquement détruite dans la seconde qui suit. Oui. Si un peu on pouvait commencer à y croire éventuellement, immédiatement on est arrêté. On est dissuadé, il nous est interdit d'y croire. Alors, il y a des endroits que j'aime beaucoup. La moustache de Trintignant. La moustache de Trintignant. Sylvia Christel, alors d'où sortez-vous Sylvia Christel? Ah, mais Sylvia Christel était la femme d'Hugo Claus, qui était écrivain belge. Mon bon grand ami, romancier Hugo Claus. Et donc, c'est par Hugo que je connaissais Sylvia Christel. Mais elle était déjà, au moment où vous l'engagez, elle était déjà Emmanuelle? Pas du tout. C'est-à-dire que elle avait tourné Emmanuel, mais le film n'était pas sorti. Il y a également Christine Boisson, qu'on voit apparaître dans Emmanuel également. Oui. Et qui est là, et qui est la première jeune fille enlevée dans le film. Alors, d'où sortait-elle, Christine Boisson? D'Emmanuel. Parce que moi, j'avais vu Emmanuel. Ah, vous l'aviez vu, donc vous. Moi, j'avais vu Emmanuel. Toujours est-il que c'est votre film le plus bourgeois. Alors, à la fois parce qu'il y a Philippe Noiret, Trintignant, on est habitué. Puis Trintignant, on l'a vu dans des films expérimentaux, parfois, puis surtout dans les vôtres. Mais là, ça donne un film bourgeois en apparence. Hein, c'est votre seul film bourgeois. Je ne sais pas si on peut... Enfin, c'est le seul film où on voit l'argent, en tout cas. Ouais. Mais enfin, il est bien utilisé. Hein. Est-ce qu'il en a rapporté? Oui. C'est-à-dire que j'ai quand même tourné très vite. Enfin, très vite. Moins vite que d'habitude, bien entendu. On a dû mettre 6 semaines ou quelque chose comme ça. Mais... avec des décors assez coûteux, comme l'opéra. Hein. En réalité, c'est pas le Palais Garnier qu'on voit, c'est le Salfavard. Et alors, l'opéra, comme lieu, se met à prendre alors une importance structurelle considérable. Et l'opéra devient une espèce de ventre intérieur du récit, qui n'est plus une salle de spectacle, mais qui est... je ne sais pas si tu as remarqué que cet endroit très bizarre a été fait avec plusieurs endroits tout à fait différents. C'est une chose que j'aime beaucoup dans le film, c'est l'espèce de prolifération de cette maison. Car la maison du banquier peut avoir l'air au départ extrêmement simple et vraisemblable, si tu veux. Et puis peu à peu, alors, à mesure que l'esprit du banquier délire de plus en plus, sa demeure elle-même se met à délirer. Elle grossit de l'intérieur. Elle grossit de l'intérieur, exactement. Oui. Et ça, je trouve que c'est très bien, que ça passe très bien. Et à un moment même,
Anissé ayant échappé au cachot où elle est, mais qui est chez le banquier en réalité, finit par déboucher dans des couloirs, etc. Elle entre dans un truc, et c'est une loge d'opéra. Et tout d'un coup, sur la scène, il y a une cantatrice qui évidemment chante l'air de la sorcière. Alors moi, cette histoire, en voyant le jeu avec le feu, j'ai eu l'impression de la comprendre. C'est très rare dans vos films. Tout à coup, je me suis dit, mais au fond, c'est sûr, c'est une parabole. Et la parabole est la suivante. C'est l'histoire d'un père qui veut protéger sa fille contre l'homme qui la lui enlèvera, qu'elle redoute et désire à la fois. Et elle s'aperçoit après que c'est le père elle-même. Mais c'est oui, mais ça c'est presque ce qui effectivement c'est l'exception qui met la règle à l'épreuve. Mais au départ, moi pendant tout le temps où je regarde le film, je me dis c'est une parabole sur un père qui veut garder sa fille alors que sa fille elle est destinée à un homme qui l'enlèvera à son père. Et alors évidemment cet homme c'est Trintignant en l'occurrence. Et elle a peur de cet homme et en même temps elle est attirée par cet homme. Alors l'autre origine historique du film, c'est l'histoire de Patricia Hearst. Ah oui, qui avait été enlevée. C'est-à-dire cette jeune fille qui s'est fait enlever par des bandits pour extorquer de l'argent à son père. Oui, le magnat Randolph Hearst. Randolph Hearst. Elle avait été enlevée par l'armée de libération symbionnaise. Voilà. Et elle était devenue elle-même une terroriste. Exactement. De l'armée de libération symbionnaise. Et cette histoire se trouve plus ou moins dans le jeu avec le feu, car on comprend à la fin qu'elle n'a pas été enlevée. Elle a fait semblant de se faire enlever pour extorquer de l'argent à son père, le ruiner et le mener au suicide. En somme, pour détruire son père. Et c'est ce que font toutes les filles qui, finalement, préfèrent un homme à leur père. Elles le détruisent d'une certaine manière, j'imagine, non? Toutes les filles, il y en a qui préfèrent leur père. Possible. Alors, il y a les enlèvements. Les enlèvements vraiment structurent le récit. Il y en a plusieurs, ils sont nombreux, ils sont toujours faussement violents et très sexualisés. Oui. L'enlèvement, ça vous excite? C'est l'idée de l'enlèvement qui vous excite? C'est vrai que l'enlèvement répétitif, pas un enlèvement, mais une série d'enlèvements, c'est quelque chose qui m'intéresse structurellement parlant dans le récit, et en plus, alors, sensuellement parlant, probablement. Donc le premier enlèvement qu'on voit, c'est Christine Boisson, c'est à la gare Dauphine. C'est l'ancienne gare du chemin de fer de la porte Dauphine. Et dans une malle, elle est enlevée dans... On la met dans une malle comme si elle était un petit chien. Ouais, c'est ça, oui. Et la malle bouge un peu, d'ailleurs. Et après, alors, ces jeunes filles sont enlevées pour peupler un bordel pour maniaques sexuels. Il y en a qui s'en accommodent très bien, comme Christine Boisson en particulier, qui s'est pris, elle, d'amour pour son enleveur, c'est-à-dire Trintignant. Et alors, cette maison de prostitution est fréquentée par les doubles des personnages de l'histoire. Oui. Le valet dont on parlait tout à l'heure, interprété par Serge Marcand, n'est plus un valet, mais c'est toujours Serge Marcand. Il y a un double de Philippe Noiret. Jean-Louis Trintignant, lui, déjà a un double. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Pourquoi vous avez rempli cette maison? Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire, moi. Oui, c'est vrai, c'est une question que je n'aurais jamais vous poser. Mais comment vous est venue cette idée saugrenue? C'est pour économiser les cachets des acteurs? Non, c'est-à-dire, je pense que nous sommes tous au moins doubles. Et que quand on va dans un bordel, on n'est plus tout à fait nous-mêmes? Toi et moi, je te soupçonne de l'être également. En tout cas, moi, je sais que j'ai des doubles. Et je le sais d'autant plus que quand j'étais enfant et que j'avais des troubles nerveux très caractérisés, il y avait en particulier que je voyais mon double. Donc j'ai toujours eu des relations avec un autre moi-même qui me ressemble mais qui n'est pas vraiment le même, mais enfin avec qui je peux parler je ne suis pas sûr que ce soit leur double. C'est peut-être les mêmes.
Noiret est peint en noir parce qu'il a adopté le personnage d'Othello, ou quelque chose comme ça. Quand il étrangle Christine Boisson, c'est Othello. Parce qu'il y a toujours des références shakespeariennes très nombreuses. Ce sont les doubles, mais ce sont peut-être eux-mêmes. Ce sont peut-être eux-mêmes qui ont changé un peu de personnalité, comme le monde lui-même a changé de personnalité. Toujours est-il que quand même, l'inceste à l'époque, est-ce qu'on vous a dit, bon, c'est peut-être pas un sujet qu'il conviendrait de traiter? Moi, je me rendais compte qu'il y avait le tabou de l'inceste, le fameux tabou de l'inceste. Mais enfin, évidemment, si on s'intéresse à la perversion, on s'intéresse forcément à l'inceste. Quand on s'intéresse à la perversion, on s'intéresse forcément à toutes les perversions? Non. Non. La celle qu'on préfère, quand même. Oui, oui, bien entendu. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a eu, à l'origine, l'idée de faire un film à partir d'incitations musicales. Et en particulier, de prendre comme point de départ 3 domaines musicaux incompatibles, mais qui allaient structurer entre eux 3. Et il y a donc le Trouvère de Verdi, il y a une marche militaire allemande, Erika. Et alors le 3e domaine sonore, c'était une chanson brésilienne de Chico Buarque de Holanda, qui s'appelle Carolina. C'est très bien parce que ces 3 domaines sonores sont caractérisés par 3 femmes. Dans le Trouvère, c'est la sorcière. Dans Erika, c'est Erika, la bruyère sur la lande, qui est une femme visiblement. Et donc Carolina, dans ce 3 domaines. Et ça a été tu sais ce que c'est que les projets de base, les projets structurels de base comme ça disparaît dans le travail du film, heureusement, heureusement. C'est la cuisine. Et, hein? C'est la cuisine. Oui, c'est les échafaudages. Donc il devait y avoir ces 3 domaines sonores et trois animaux qui étaient liés à ça. C'est-à-dire le cheval, le chien et le chat. 3 animaux domestiques. Et alors, ils y sont encore. Le cheval, c'était le cheval de Noiret, tout simplement. Le chien joue un très grand rôle, puisque ce sont des grands chiens noirs qui gardent les prisonnières dans cette maison. Et le chat, qui jouait très mal, malheureusement. On va arriver dans ce film à un archétype que visiblement vous aimez parce qu'on va le retrouver dans La Belle Captive, c'est l'organisation. Ah oui. C'est la première fois que dans un film d'Alain Robbe-Grillet, on voit l'organisation. Là, c'est cette organisation mystérieuse qui est derrière Jean-Louis Trintignant. Il en parle comme de l'organisation. Oui. On verra quand on parlera de La Belle Captive Oui, que oui, là aussi oui. il y a une organisation. C'est l'idée, c'est le concept ou c'est simplement le fait que c'est un archétype du roman policier ou... Non, j'ai probablement vécu enfant dans mon imaginaire avec cette idée de l'organisation. Vous appartenez d'ailleurs à une génération qui aimait les sociétés secrètes. Quand on était enfant, Oui, oui. on fondait des sociétés secrètes. On le voit dans Les Disparus de Saint-Agile. Oui. Jean-Jacques, Oui, les chiches Capon, Oui, 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 ces oui. petits-enfants Oui, dans oui, l'internat, là, oui. voilà, on crée des sociétés secrètes. C'est quelque chose qui n'existe plus, je Ah crois. bon? Enfin, ma génération, déjà, c'était fini. Et je pense que les générations suivantes ont d'autres passions. Mais c'est quelque chose qui sûrement a marqué votre génération. L'idée qu'il y a des sociétés secrètes ou des organisations. Alors là, tu dis quelque chose de très vrai. J'ai été obsédé, et peut-être je suis encore, par les sociétés secrètes. Et dans mon premier roman publié, Les Gommes, bon, c'est l'histoire des 10 proies de Sophocle, mais il y a une société secrète qui est par derrière. Et il y a un flic, encore une fois, hein, il y a toujours un flic Oui. dans le film. Et là, vous avez redonné le rôle à Jacques Doniol-Valcroze. Oh, il est très bien. Hein? Il est commissaire de police. Voilà. Le flic, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Il y a toujours un flic. Tu connais la préface que Borges a faite à la mention de Morel de Bioy Casares? Borges écrit une préface où il explique que tous les grands romans modernes
sont des romans policiers. Et que l'enquête, le policier, l'enquête sont les personnages principaux, justement, de tous ces livres modernes. Et il cite un certain nombre d'exemples, dont le procès de Kafka. Oedipe Roi. Et le tour d'écrou d'Henry James. Il jette le bouchon un peu loin. Et le texte de Borges est passionnant. Car on se rend compte qu'effectivement, l'énigme policière, le policier qui est à la recherche d'une vérité et qui se perd dans un dédale de mensonges, c'est le thème central, dit Borges, de toute la recherche de soi-même, la recherche de l'identité, comme on dit aujourd'hui, de la littérature et du cinéma par la même occasion. Donc il ne faut pas s'étonner de ça du tout. Quel souvenir gardez-vous de ce tournage? On imagine, de par les décors, de l'argent, de la beauté des femmes qui sont dans ce film, de leur nudité. Oui. Souvent, on imagine une sorte de bacchanal qui aurait duré quelques semaines de tournage. On imagine quelque chose de très lascif, de très sensuel. Il y a quand même des femmes splendides, Christine Boisson, Sylvia Christel, Edith Elvina. Contrairement à mes autres films, ça a été tourné à Paris. C'est-à-dire qu'on n'est pas emprisonné dans un lieu clos. Là, on était à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une vie communautaire comparable. À la fin du tournage, chacun rentre chez soi, etc. Est-ce que vous avez des problèmes avec la censure pour ce film? Ah oui. Je venais d'accepter la Légion d'honneur pour faire plaisir à Michel Guy, le ministre de la Culture de Giscard, qui cherchait un homme réputé de gauche. Je sais que je disais c'est pour rien, mais enfin, j'ai été quand même directeur littéraire d'Éditions de Minuit, maison de gauche bien connue. Et 2 ou 3 semaines après, à la fin du mois de janvier, je reçois une lettre de la commission de censure. Monsieur, nous avons vu votre film, Le jeu avec le feu. Il y a des scènes de bestialité tout à fait inadmissibles. Il va falloir couper ces images-là, ou bien le film va être interdit par la censure. Paf, carrément. J'étais absolument furieux. J'ai écrit à Michel Guy, mon cher Michel, tu m'avais dit qu'on ne parlerait pas de ma Légion d'honneur, on en a parlé beaucoup plus que tu m'avais promis, mais on va en parler infiniment plus maintenant parce que je vais la rendre. Parce qu'il est certain que si je suis un pornographe, on me l'a donné par erreur. Et je tiens à réparer cette erreur en la rendant. Il ne répond pas, je n'entends plus parler. Et 2 semaines après, je reçois une nouvelle lettre de la commission de censure. Monsieur, dans notre lettre, là, on dit... C'était une erreur, cette lettre ne s'adressait pas à vous. C'est merveilleux. Comme quoi, la Légion d'honneur sera quelque chose, contrairement à ce que je disais en commençant. Donc la scène figure dans le film Ah, elle figure, car alors, on n'a rien coupé du tout. On n'a pas mis ces images-là à la porte des cinémas. Voilà. Le film était interdit au moins de 18 ans? Non, je ne crois pas. Si? Oh, il me semble. C'est possible. C'est possible, en effet. Oui. Quel souvenir avez-vous des critiques qui ont accueilli sa sortie? Je crois très favorable. Je ne me rappelle pas bien, très incompréhensible, mais assez favorable. Trintignant, Noiret, Sylvia Christel, ça avait un bon... alors, il y avait des critiques charmants comme Pierre Billard, qui trouvait bien ce qu'il fallait trouver bien, quoi. Alors, bon, non, c'est dire du mal de ce film ne se faisait pas. Mais je pense que, quand même, vous savez, il y a eu 150 000 entrées sur Paris. Imaginez aujourd'hui, pour faire 150 000 entrées sur Paris, quand c'est pas un film populaire. Non, c'était quand même une très jolie réussite, grâce à la critique, mais
mais parce que la critique aurait pu aussi le passer sous silence et que personne n'en parle jamais. Mais enfin, il y avait les grandes affiches, on voyait Sylvia Christel. Ah oui, Sylvia Christel dans Le jeu avec le feu, Oui. avec quelques photos de filles déshabillées, dont Anissa Ou Elvina, quand Christine même, Boisson. Ouais. si vous n'aviez pas eu 150 000 Qu'est-ce qu'elle était spectateurs. mignonne, Christine Boisson. Il y a une jolie scène dans le film qui est le fantasme d'un père et de sa fille. Le père, c'est Doniol Valcroze, qui est donc le commissaire de police, mais qui est aussi un habitué du bordel, si j'ose dire, bordel, enfin de la maison. La jeune fille est morte et elle est dans un splendide cercueil entouré de bougies. Et le cercueil, tout son corps, elle est entièrement nue, elle repose comme ça, on la voit parfaitement bien, elle est morte, elle ne bouge pas, et il y a des roses tout autour d'elle comme ça. C'est vraiment le scénario en rose et noir, tu vois. Ça vient d'où ce titre d'ailleurs, les scénarios en rose et noir, puisque c'est un livre qui rassemble Oui. tous vos écrits, alors vos pré-projets pour chaque film. Vous l'avez baptisé Scénario en rose et noir. Oui, parce que je m'intéresse au roman noir, au film noir, mais que je me dis, mais quand même, chez moi, la chair des filles le rend un peu rose. Et donc, j'ai trouvé comme ça. Et puis alors, en plus, ça me faisait penser au roman Le rouge et le noir. Là, c'est le rose et le noir, quoi. Et alors, on voit dans la scène en question Doniol Valcroze qui regarde et il y a une des bougies qui tombe et il y a une espèce d'embrasement. Enfin, c'est un trucage. Et je crois qu'on entend la voix off de Christine qui dit « Ne vois-tu pas, père, que je brûle ?» C'est tu sais, le célèbre rêve de l'enfant qui brûle, qui est un texte de Freud extrêmement connu. Alors bon, c'est des allusions qui me plaisent. Si l'image est belle, et qu'en plus il y a par derrière un truc comme ça, même si les gens ne le voient pas, même si la phrase je ne l'ai pas mise vraiment à ce moment-là, je l'ai mise ailleurs probablement, ça me plaît, quoi. Encore, on est dans le bonus du DVD du jeu avec le feu, où vous pourriez renvoyer les spectateurs qui vous écoutent en ce moment. Vous auriez envie de les envoyer où du film en leur disant bah, ça j'aime bien ou ça j'en suis fier. Alors, il y a un moment au début du film que je trouve très bien, parce que comme dans comme dans tout schéma policier, il y a les deux messagers. Et ils sont formidables, les deux messagers, dans Le jeu avec le feu. C'est deux grands types maigres, habillés en noir, qui ont des façons de se contorsionner, etc. Et alors, le banquier est à son bureau, il est appelé au téléphone, on lui dit que sa fille court un grave danger, qu'il doit aller dans le parc. Et dans le parc de sa maison, qui est dans le parc de la Fondation Thiers, il voit seulement ces deux messagers qui lui disent « Monsieur, votre fille vient d'être enlevée ». Et alors c'est très bizarre parce que celle qui vient d'être enlevée, c'est Christine Boisson. Et le banquier vient de quitter sa fille. Mais ça l'impressionne beaucoup. Et les deux types sont formidables. Et alors, il y a un oiseau qui chante dans les buissons. Cet oiseau, bien sûr, est un faux. Et c'est le Vogelchen de Siegfried, le petit oiseau annonciateur
qui révèle la vérité à Siegfried, qu'il ne comprend pas, parce qu'il n'a pas encore trempé son corps dans le sang du dragon. Et on entend vraiment un oiseau, car c'est un oiseau qui a été imité par un imitateur, mais qui siffle le thème, justement, de l'oiseau annonciateur de la tétralogie. Et je trouve la scène très bien, quoi. C'est-à-dire les deux types qui sont là comme ça, et puis Noiret qui a une fois de plus l'air de s'être trompé de film, et qui comprend pas ce qui se passe, etc. Et qui, à ce moment-là, reçoit un coup sur la tête, et s'affale sur une table. Et c'est le serviteur hautement suspect qui le relève, et c'est donc Serge Marquand. Et on ne peut pas savoir s'il a rêvé ça, s'il s'était endormi à table, qu'il l'a rêvé, ou qu'au contraire, il a vraiment reçu un coup, et qu'il y a eu un troisième messager. Et bon, c'est une scène qui me plaît beaucoup. J'avais commencé, dans le cours de notre conversation, à raconter l'histoire de la moustache de Trintignant. Je pourrais alors la raconter à cette occasion parce que c'est une scène qui me plaît énormément. Trintignant, qui est donc le bandit qui a fait enlever la jeune fille, ou qui va la faire enlever, qui va la faire enlever, car elle n'a pas encore été enlevée, c'est vrai. Car en réalité, elle n'est pas enlevée, hein, car c'est Trintignant, qui est donc le mauvais, le méchant, qui enlève les filles, a persuadé le banquier de l'engager, lui, pour la protéger. Et c'est lui, Trintignant, qui persuade le banquier de mettre cette fille dans une maison où elle risque absolument rien, parce qu'elle est protégée par des chiens, etc. Et c'est justement, donc c'est le père lui-même qui est amené à mettre sa fille dans la maison en question. Et Trintignant est là, il y a le père, et il y a la jeune fille qui n'est pas enlevée du tout, mais il est là, cette fois-là, comme protecteur. Et il lui explique des trucs, il faut leur faire attention, etc. Et puis, d'ailleurs, il lui dit à un moment, tenez, on pourrait vous camoufler pour vous échappiez vraiment à tout enlèvement avec une moustache. Vous seriez très bien avec une moustache. Et alors, il prend sa moustache, il l'arrache, et la jeune fille le regarde comme ça. Elle est fausse? Et Trintignant dit, mais toutes les moustaches sont fausses, vous ne saviez pas? Ce que j'aime assez. Et il lui colle la moustache sur le visage, qui s'adapte. Bon, c'est un truc qui marche, quoi. C'est un film que vous aimez bien aujourd'hui, Oui. plus de 30 ans Oui. après? Oui, oui. C'est un film, c'est pas parce que j'aime pas l'idée d'un film riche, mais je trouve que j'ai pas gaspillé l'argent, quoi. Il ne manque plus que la moustache. Rien de plus facile. Ah, c'est une fausse? Naturellement, toutes les moustaches d'hommes sont fausses. Vous ne saviez pas? Non.